La province du Haut-Katanga traverse une période de soudure qui a toujours occasionné une surchauffe des prix de la farine de maïs sur le marché. Déjà, le prix de cette denrée des grandes consommations dans l'espace Katanga n'est plus à la portée de toutes les bourses. Tenez, un sac de 25 kg de la farine de maïs importée coûte à l'heure qu'il est entre 90 et 100 000 francs congolais. Et pour tenter d'équilibrer les prix sur le marché, le gouvernement provincial du Haut-Katanga a mis sur le marché la farine de maïs produite localement. C'est les fruits pratiquement des remboursements de ceux qui avaient bénéficié de la subvention du gouvernement provincial en intrants agricoles. C'est ainsi que cette farine produite localement, justement, elle se vend à 20 000 francs en congolais. Cependant, le problème sur le terrain n'est toujours pas résolu. Le Haut-Katanga, face à la crise de la farine de maïs, quelles sont les voies des sorties? C'est pratiquement l'objet de ce nouveau numéro de votre magazine Débrief Éco qui reçoit pour en parler le professeur Lucien Nyembo Kimouni. Il est docteur en sciences agronomiques, professeur à la faculté portant le même nom à l'université de Lubumbashi. Professeur, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Magloire, c'est toujours un plaisir d'être reçu par vous. Vous êtes nombreux en train de regarder Arc-en-Ciel Télévision. Merci de votre fidélité. Pour commencer, professeur, rentrons un tout petit peu dans l'histoire, mais c'est un passé très récent puisque le problème n'est pas nouveau. La province du Haut-Katanga avait organisé une table ronde sur ce qu'on avait appelé l'autosuffisance alimentaire en ce qui concerne le maïs, bien entendu. Quel était d'abord le constat à cette époque-là? Merci, M. Magloire. Ça me permet donc de me retrouver les 12, les 13 et les 14 septembre 2019 à la table ronde sur l'agriculture, avec comme sujet l'indépendance de la province du Haut-Katanga face à l'extérieur. Ça veut dire qu'il faut arriver à l'autosuffisance en maïs. Table ronde organisée par le gouvernement provincial, avec à sa tête l'actuel gouverneur, donc l'honorable Jacques Kiaboula, qui avait contacté à ce temps-là l'université de Lubumbashi, par l'entremise de son recteur, le professeur ordinaire Kishiba Fitoula Gilbert, pour que les acteurs puissent réfléchir sur les voies et moyens, enfin, de mettre fin à la dépendance de la province du Haut-Katanga vis-à-vis de l'extérieur en ce qui concerne la farine du maïs. Oui. C'est ainsi que le recteur avait consulté la faculté de sciences agronomiques à travers notre personne pour réfléchir et donner des solutions. La table ronde avait eu lieu, vous étiez témoin, et la table ronde avait l'avantage donc d'arriver à un programme. Le programme qui est appelé aujourd'hui le programme agricole de la province du Haut-Katanga, spécialement en ce qui concerne la culture de maïs. Chaque fois qu'on me pose cette question, M. Magloire, je commence par dire merci à son Excellence, M. le Gouverneur. Pourquoi? Parce que déjà, lorsque cette table ronde était organisée, beaucoup de gens se posaient la question, est-ce qu'on va mettre en pratique les résolutions de la table ronde? J'ai un collègue qui était aux États-Unis pendant ce temps-là et j'échangeais chaque fois avec lui. Et la question qu'il me posait, il me disait, professeur, ça fait chaque fois que vous parlez de votre indépendance du maïs, vous parlez chaque fois de la vraie indépendance et l'indépendance du vin. Les résolutions sont prises, mais est-ce qu'elles seront d'application? Alors, la bonne nouvelle, c'est que pour une fois, ou pour cette fois, le gouvernement provincial avait mis les moyens pour exécuter le programme. Alors, ce qu'il faut dire ici aux téléspectateurs, c'est que le programme lui-même, global, visait à produire 600 000 tonnes de maïs lent pour arriver à couvrir les déficits qui étaient justement évalués à 600 000 tonnes, parce que le besoin de la province du Haut-Katanga à ce temps-là était de 800 000 tonnes lent. Je voudrais que les téléspectateurs puissent retenir cela. C'est très important. 800 000 tonnes. Vous avez la production locale estimée à ce temps-là était de 200 000, c'est qu'il y avait un déficit de 800 000 tonnes. Et ce déficit, l'idée, c'était de pouvoir les couvrir avec la production locale.
Ça signifie qu'on devait augmenter la production locale pour arriver à couvrir tous les déficits localement. Et là, nous sommes dans un autre concept qui est en vogue, c'est le concept de la souveraineté alimentaire qui voudrait que chaque peuple puisse produire les produits dont il a besoin. C'est ça le concept qui est en vogue. Malheureusement, M. Magloire, pour arriver à produire 600 000 tonnes supplémentaires, il faut un budget minimum de 149 millions de dollars américains. Vous voyez que la province ne peut pas se permettre d'investir 149 millions de dollars dans ce programme. C'est ainsi que pour rester réaliste, nous avons déjà, dès la première année, fixé un niveau de production de 60 000 tonnes. Le 10% pratiquement. Donc vous comprenez que c'est les 10% que la province devait couvrir chaque année en injectant à peu près 23 millions de dollars pour arriver à couvrir cela. Parce que le programme lui-même, c'était quoi? C'était question d'encadrer les grands fermiers sur au moins 8 000 hectares et d'encadrer les petits fermiers, les agriculteurs, qu'on appelle aujourd'hui agriculteurs ou planteurs, parce que les termes de ménage agricole commencent à disparaître, mais déjà celui des paysans, on ne veut même pas que ça soit utilisé. Donc aujourd'hui, on les appelle planteurs ou agriculteurs. C'était aussi l'idée d'encadrer les petits planteurs sur 7 000 hectares. Et le tout, ça ferait 15 000 hectares pour la première année, avec 23 millions de dollars. Et on va faire quoi de ces 23 millions? C'est acheter la semence de bonne qualité, acheter les autres intrants agricoles, notamment les engrais chimiques et les produits phytosanitaires, donner ces paquets-là en termes de subventions aux agriculteurs pour que ces derniers arrivent à augmenter leur rendement de culture. Et on avait estimé qu'avec cet encadrement-là, on passerait d'un rendement d'une tonne à l'hectare à 4 tonnes à l'hectare minimum, ce qui pouvait nous amener, comme on a dit, avec 15 000 hectares, on a 60 000 tonnes de maïs, de maïs qui pouvaient, n'est-ce pas, être obtenues. Et dans ça, nous avions proposé, vous étiez là, que les bénéficiaires remboursent, mais que les bénéficiaires puissent aussi vendre les surplus de la production au gouvernement, afin de permettre à celui-ci de constituer ses stocks stratégiques. Et ce sont ces stocks stratégiques qui doivent être utilisés en temps de crise. J'ai aimé les termes que vous avez utilisés, la période de soudure. Justement, c'est cette période de soudure, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le maïs se trouve encore sur le terrain, nous ne sommes pas encore entrés dans la récolte de la saison culturelle, c'est qu'il y a crise. Et ces crises se manifestaient déjà dans la province du Haut-Katanga, à l'époque déjà dans les grands Katanga. J'ai connu cette crise en 2009, j'étais expert au ministère provincial de l'Agriculture. J'ai connu cette crise en 2016, j'étais directeur de cabinet adjoint du ministre national de l'Agriculture, Pêche et Élevage. Le gouverneur Jacques Aboula, venant au pouvoir, il a voulu éviter la crise. C'est pourquoi il a initié ce programme. Aujourd'hui, il ne faut pas que les gens oublient l'histoire. Ce programme a aidé la province à résister. On n'a pas connu de crise en 2020. On n'a pas connu de crise en 2021, 2022. C'est curieusement en 2023 que nous avons la crise. La raison est simple. La raison trouve, la cause donc, est trouvée, n'est-ce pas, par un principe, n'est-ce pas, d'économie. C'est le principe de l'offre et de la demande. Ça veut tout simplement dire que la demande actuelle est supérieure à l'offre. Pourquoi? Parce que la Zambie a refusé de pouvoir couvrir les déficits qui étaient couverts, n'est-ce pas, par les importations. Et on arrive donc dans une situation où, aujourd'hui, ce que la population voudrait avoir en termes de quantité de farine, le gouvernement provincial n'a pas les moyens de couvrir tous les déficits. Voilà pourquoi, malgré la bonne volonté du gouvernement provincial de continuer à vendre la farine produite localement à 20 000 francs les sacs de 25 kilos, ça ne suffit comme toujours ça pas. Ne suffit pas, les commerçants en profitent pour vendre ce qu'ils obtiennent difficilement en Zambie à 80 000 à 100 000. Ils se donnent à la spéculation purement et simplement. Et donc ici, tel que vous avez tracé le tableau, c'est vrai, des efforts qui sont fournis par l'exécutif provincial sont là, mais pour cette année, le constat est celui-là.
Est-ce que peut-on dire que ce qui a été constitué en stock stratégique n'a pas été suffisant? Question de pouvoir contenir le marché comme ce fut le cas les 3 dernières années. Exact, c'est justement ça. En fait, les 3 dernières années, il y avait ces stocks stratégiques, mais il y avait aussi l'approvisionnement de l'extérieur. C'est ce qui faisait que la situation était équilibrée. Aujourd'hui, quelqu'un qui nous approvisionnait vient de refuser. Donc je crois que si nous voulons trouver des solutions, donc une solution définitive à cette crise, il faut que la province arrive à produire 100% de ses besoins. Et déjà dans le programme, on avait prévu la réduction progressive des importations pour arriver, n'est-ce pas, à une situation d'autosuffisance. Donc la crise actuelle nous montre que le programme n'est pas encore arrivé à l'autosuffisance. Et la raison est simple. La raison, c'est que le gouvernement provincial, sans pour être l'avocat du gouvernement provincial, mais comme habitant de Lubumbashi, observateur, chercheur, je peux remarquer que le gouvernement provincial n'a pas les moyens nécessaires pour arriver à résoudre cette crise. Comme je vous ai dit, ça demande 149 millions de dollars. C'est pourquoi, si vous le permettez, s'il faut penser à des solutions, il faut que la population ne puisse pas laisser cette affaire au seul gouvernement provincial. C'était d'ailleurs la question que j'allais vous poser, puisque c'est la question principale, les voies des sorties. Aujourd'hui, avec tout ce que le gouvernement provincial fournit comme effort, c'est vrai, vous l'avez dit ici, c'est suffisant. Même lui-même, le gouverneur de province l'a affirmé à la sortie de l'audience qu'il a eue avec le VPM de l'économie, Vital Kamere, que tout ce qu'il a comme réserve, ça lui permet de tenir pendant 2 ou 3 mois. Et le reste, c'est comblé par l'extérieur. C'est comme ça qu'il a besoin d'un renfort extérieur, question de pouvoir maintenir le marché. Aujourd'hui, c'est quoi les voies de sortie? Merci, M. Magloire. Ça veut dire que vous avez, en posant la question, vous-même, vous avez des réponses parce qu'on sent que vous avez la maîtrise du dossier. Donc, c'est simple. Je l'ai dit, et à un certain moment, j'ai dit à vos collègues que je suis fatigué à dire les mêmes histoires. C'est qu'il faut arriver à produire les 100% des besoins. C'est ce qu'il faut faire. Donc, il faut aller, comme on l'a dit, dans les concepts de l'autosuffisance alimentaire, aller dans les concepts de la souveraineté alimentaire. Nous connaissons nos besoins et nous décidons de tout produire localement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour tout produire localement? On va dire qu'il faut augmenter la production agricole. Ça passe par l'augmentation du rendement, mais ça peut passer aussi par l'augmentation des superficies. Alors, pour attirer, n'est-ce pas, le commerce des mortels à la pratique agricole, il faut que cette pratique puisse être rentable. C'est tout ça la question. Il n'y a pas de campagne de sensibilisation pour amener les gens dans les secteurs miniers. C'est parce que l'homme est conscient qu'en allant dans les secteurs miniers, il va gagner son pain. Donc, il faut que l'agriculture puisse être rentable. Et là, il y a un collègue, le professeur John Chomba, qui a travaillé sur la compétitivité, n'est-ce pas, de l'agriculture congolaise. Il a établi qu'au jour d'aujourd'hui, cette agriculture-là n'est pas compétitive. C'est pourquoi il est plus facile de produire en Zambie que de produire en RDC. C'est il faut déjà sur le plan législatif qui est des lois. Il y a la loi agricole qui existe de 2011, mais il faut que les mesures d'encadrement puissent se suivre afin de rendre les secteurs attractifs. Alors ça passe par quoi? Ça passe par des subventions. C'est ce que la Zambie fait. Et c'est ce que le gouvernement provincial fait avec son programme. Seulement, le gouvernement provincial n'a pas assez de moyens pour couvrir tous les besoins. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, on va demander carrément que le gouvernement central puisse aider le gouvernement provincial. Mais en vous répondant, je me dis qu'il y a déjà cette histoire de la redevance minière. Ça peut servir à financer les programmes agricoles. Et on aura donc l'avantage d'impliquer tout le monde parce que nous savons que 70% de la population s'occupe de l'agriculture. Il faut qu'aujourd'hui, que le gouvernement provincial travaille avec des entités décentralisées, même dans l'argent de la redevance minière, qu'on voit comment on peut accompagner les agriculteurs. Le programme existe. Dans ces programmes, aujourd'hui, quand
vous enquêtez, on va vous dire que ceux de l'administration publique ne sont pas très impliqués. Donc on demande aussi qu'on puisse impliquer l'administration, donc l'inspection provinciale de l'agriculture, qui a l'avantage d'avoir des branches dans tous les territoires, dans tous les secteurs, qu'on arrive à déterminer quel est le besoin de Kambove. Qu'est-ce qu'il faut faire pour produire la farine pour Kambove? Qu'est-ce qu'il faut faire pour produire la farine pour Likasi, pour Lubumbashi? Et où est-ce qu'on peut produire cette farine-là? Et on arrive à produire les 100% des besoins. Donc ce que je demande ici, c'est d'arriver à exécuter les programmes que nous avons élaborés sous l'autorité du gouvernement provincial à 100%, parce que le programme avait décidé d'atteindre les 600 000 tonnes. Alors, comment faire pour financer ce programme? C'était sur 5 ans, hein? C'était sur 5 ans, naturellement. Nous sommes à la 4e année, vous imaginez. C'est qu'on n'a pas eu à augmenter les superficies d'une année à une autre, faute de moyens. Donc, ce qu'il faut pour avoir les moyens, je propose ici qu'il y ait cette histoire de la redevance minière, parce qu'aujourd'hui, on sait que les entités décentralisées en bénéficient, au lieu seulement d'être dans des actions spectaculaires qui ne touchent pas aux besoins réels de la population. Aujourd'hui, les besoins, on l'a établi. C'est d'abord les besoins de consommation. Et aujourd'hui, pour les Haut-Katangais, la farine de maïs a toute son importance. Déjà, lorsqu'on organisait la table ronde, d'autres disaient qu'on peut substituer cette farine par la consommation de Kingo Food, donc des patates douces, la consommation du riz, la consommation des spaghettis. Mais aujourd'hui, la population souffre parce qu'elle n'est pas habituée à consommer cela. Donc, ce qu'il faut, c'est donner le Boukari au Katangais. Et pour le faire, il ne faut plus penser à la Zambie, il faut plutôt produire localement et il faut arriver donc à financer les programmes. Donc je propose que la redevance minière puisse aussi servir à financer le programme agricole. Parce que déjà au niveau de la loi agricole, il était prévu de créer au niveau de chaque province un fonds pour le développement, n'est-ce pas, de l'agriculture. Que ces fonds soient constitués. Ça va aider le gouvernement provincial. Mais pas seulement ça, M. Magloire. Parce qu'aujourd'hui, quand je manque la farine, je me sens touché. Mais qu'est-ce qui m'empêche d'avoir 50 arts de maïs? Je ne parle pas d'un hectare. Donc, je parle d'un demi-hectare de maïs. Pour couvrir mes besoins, à ce moment-là, je ne vais pas aller au marché. Donc, on va demander aux opérateurs économiques, on va demander à tout celui qui est intéressé par cette farine, notamment même des brasseries, à pouvoir, n'est-ce pas, s'impliquer dans la culture. C'est comme ce fut le cas avant, là où le gouverneur de l'époque avait demandé aux entreprises minières, ainsi de suite, d'avoir des étendues de maïs. Moi, j'étais le coordinateur de cette commission. Je peux donc considérer que la commission est toujours là parce qu'il n'y a pas eu d'acte contraire. Cette commission, donc l'arrêté de son excellence, monsieur le gouverneur de l'époque, avait demandé aux entreprises minières d'emblaver 500 hectares de maïs, avait demandé à des brasseries d'emblaver 100 hectares, à des importateurs de la farine à emblaver 50 hectares. Donc tous ces supermarchés, c'est le temps que ces supermarchés investissent dans la production de ces maïs localement. Et avait aussi demandé aux ménages agricoles de pouvoir emblaver 1 hectare. Je crois qu'il faut revenir à cette case de départ. Oui, avec l'innovation maintenant des villages agricoles qui se trouve être le programme, n'est-ce pas, du gouvernement provincial actuellement. Donc c'est de plus produire, plus encadrer cette population. Et nous avons l'avantage d'avoir un bon climat. Nous allons plus produire et il n'y aura plus, n'est-ce pas, de problèmes qui vont se poser. Donc, en termes clairs, M. Magloire, si aujourd'hui nous avons la crise, c'est parce que la production locale n'arrive pas à couvrir les besoins. Nous dépendons encore de l'extérieur. Et quand l'extérieur décide de ne pas participer, n'est-ce pas, à ses besoins, en nous donnant son maïs, nous avons la crise. Il y a surchauffe sur le marché. Alors, en parlant de la production locale, professeur, j'ai envie de vous poser cette petite question, puisque c'est aussi sur toutes les lèvres. Disant que non, voilà, écoutez, comme on a l'habitude de dire, à l'intérieur de la province, dans les fins fonds là-bas, il y a des maïs qui pourrissent. Pourquoi ne pas aller chercher ces maïs qui pourrissent là-bas pour les ramener? C'est vrai, on évoque aussi un problème de route, des dessertes agricoles, mais on dit, mais dans les villages et autres territoires, il y a des maïs qui pourrissent. Pourquoi ne pas ramener ces maïs vers les centres urbains? Question qu'on puisse les amener dans les minoteries et que ça puisse servir pendant cette période. Monsieur Magloire, je vous ai dit ici que j'ai eu l'avantage de connaître cette crise ici depuis 2009. En 2016, j'étais au gouvernement dans les cabinets de son Excellence, Monsieur le ministre, comme directeur de cabinet adjoint.
il y avait la crise et le gouvernement de la République avait délégué 4 ministres pour venir solutionner cette question. Et localement, il n'y avait pas de réponse. Ces 4 ministres étaient partis en Zambie négocier pour que la Zambie puisse nous aider à l'époque. Je peux vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, on peut demander au gouvernement provincial de demander aux administrateurs des territoires. Oui. Nous avons 6 territoires, n'est-ce pas, dans le Haut-Katanga. Où est-ce qu'on trouve le maïs qu'on peut amener à Lubumbashi? Sans être prophète, je peux vous dire qu'il n'y a pas de maïs à amener. Pourquoi? Parce que la population qui travaillait sur le maïs, cette population a abandonné cette culture du moment où, comme vous avez dit, qu'il y avait des problèmes de voies de décès agricoles. Et à personne, le paysan n'est pas bête, je vais dire, excusez-moi ce terme. Oui. Il ne peut pas produire cette année son maïs pourri, il produit l'autre année. Non, les gens ont abandonné, ils ne cultivent plus le maïs. Pour dire qu'il n'y a pas de maïs je peux le dire, dans les territoires. Si on pense qu'il y a des maïs, qu'on nous amène ce maïs à Lubumbashi. Je peux vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, s'il y a le maïs, c'est le maïs qui est sur le terrain. Okay. Donc encore au niveau du champ. Okay. Mais dire qu'il y a des maïs dans des stocks et ce maïs arrive à pourrir, c'est une rhétorique qui a existé déjà en 2016. Mais en allant chercher ce maïs, on n'a pas trouvé. Donc il faut plutôt penser à des solutions. Et la solution, c'est quoi, comme on a dit? C'est encadrer cette population qu'elle commence à produire le maïs. Entre-temps, faire à ce que tous les territoires soient reliés au chef-lieu, donc les grands centres de consommation, qui se trouvent être Lubumbashi, oui. Likasi, aujourd'hui on va même dire Kasumbalesa. Oui. Et aussi arriver, n'est-ce pas, à constituer des silos. On avait proposé ça lors de la table ronde. Des silos de stockage de ces quantités-là. Donc au jour d'aujourd'hui, on devait avoir les 800 000 tonnes en stock. Okay. Et quand il y a crise, on active cela. Or, on n'a pas les 800 000 tonnes. Je vous ai dit, il est important d'approcher peut-être son Excellence, Monsieur le ministre de l'Agriculture, d'approcher le ministre de l'Économie pour demander les stocks de la province, ça s'élève à combien? Je peux vous dire qu'on n'a pas les 800 000 tonnes. Alors c'est ce qu'il faut faire pour les années à venir. Donc il faut arriver à constituer les stocks stratégiques qu'on doit mettre à l'entrée de chaque grande ville. Okay. Monsieur Magloire, je suis en train de vous parler en ayant visité des pays qui ont résolu ces problèmes. Je parle ici du Maroc. Au jour d'aujourd'hui, le Maroc a atteint la fin de la fin. Pourquoi? Parce que le Maroc, à travers son plan Maroc vert, arrive à résoudre cette crise. Au niveau de la province, nous avons le programme vert du gouvernement. Il y a même un livre édité par son Excellence, Monsieur le Gouverneur, qui prévoit des solutions. Donc, il faut seulement appliquer cela. Et dès qu'on applique ce qu'on avait proposé, comme il est faux, je crois qu'on va résoudre la crise. Et donc, les solutions sont déjà proposées, elles existent. Il manque une seule chose, si je vous ai bien compris durant toute l'émission, c'est financer l'exécution de ces solutions-là pour que l'on ne puisse pas connaître de telles crises à l'avenir. Je pense que c'est bien cela, prof. Oui, c'est bien cela. Ce sont les financements qui manquent. Voilà pourquoi nous allons appeler toute la population à pouvoir s'investir. Et au niveau du gouvernement, d'avoir des mesures incitatives pour rendre les secteurs rentables. Dès que le secteur est rentable, les gens vont s'investir dans l'agriculture parce qu'ils vont savoir qu'ils peuvent trouver, n'est-ce pas, gain de cause. Dans les cas contraires, ils abandonnent l'agriculture et nous continuons à dépendre de l'extérieur. Professeur Lucien Nyembo Kimouni, vous êtes docteur en sciences agronomiques et professeur à la faculté portant le même nom. C'était un plaisir et surtout un honneur de vous avoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé et chaque fois que vous avez besoin de nous, nous allons venir dire ce que nous connaissons parce que nous considérons que la République nous a formés et nous avons le devoir d'aider cette République à trouver des solutions aux problèmes qui se posent. Ce numéro de débrief éco s'achève par ici. Vous étiez nombreux à nous regarder sur Arc-en-Ciel Télévision. Vous avez la possibilité de suivre cette émission sur YouTube en tapant Arc-en-Ciel RTV officiel. Restez sur votre télévision pour la bonne continuation de nos programmes. Au revoir.